Depuis 1985, l'accompagnement des élèves en situation de handicap concentre à lui seul tout l'historique de la précarité. Que les personnels aient été AIS, AVS, AED, EVS ou AESH, qu'ils aient été recrutés sur des contrats CES, TUC, CUI-CAE, CUI-PEC ou AESH. Aujourd'hui, nous exigeons du ministre un véritable engagement pour sortir de cette spirale infernale. Cela passe par une hausse des salaires, une meilleure reconnaissance professionnelle et un engagement à faire de la mission d'AESH un véritable métier, sous statut de la fonction publique. C'est l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui. Merci. Peut-être ici, Gilles, pour l'UNSA. Merci. Oui, je vais pas redire tout ce qui a été dit très justement. Il y a un vrai sujet autour de la question des AESH. En premier lieu, c'est bien celui de leur rémunération. On est actuellement sur un niveau de rémunération qui n'est pas digne, qui ne permet pas de vivre décemment et dignement. On ne peut pas vivre décemment et dignement de son travail avec moins de 800 € par mois. Donc il y a, et nous avions porté dès les premières négociations sur l'enveloppe de revalorisation de l'éducation nationale pour 2021, qu'il y ait une augmentation significative à partir d'une prime qui leur soit versée mensuellement. Le ministère de l'Éducation, l'Assemblée nationale n'ont pas suivi et c'est un sujet qui reste complètement entier et sur lequel il est impératif d'évoluer. Actuellement, la grille de rémunération actuelle, effectivement, ne leur permet au mieux de bénéficier d'une augmentation de 6 points d'indice qui correspond à moins de 30 € par mois tous les 3 ans. Donc, il y a un cadre de rémunération qui est absolument insupportable et qui ne reconnaît pas le service public qu'ils rendent auprès de l'école. Ils font fonctionner l'école. Quand on voit qu'on a 1 million d'agents dans l'éducation nationale, ils représentent plus de 1/10 des personnels et ils en sont encore à ce niveau de rémunération qui n'est plus tenable. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mouvement intersyndical. Nous l'avons posé à de nombreuses reprises. Hier encore, on s'était mêlé parce que ce sujet ne peut pas rester en l'état. De la même façon que sur les conditions de travail, il y a des PIAL qui ne sont pas encore généralisés. Nous avons demandé hier solennellement à ce que ce sujet soit à l'ordre du jour parce que la mise en place telle qu'elle se fait actuellement ne répond ni aux besoins des personnels, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus malmenés, ils ne bénéficient pas nécessairement, même quand ils y ont droit, des frais de remplaçant, ils n'ont aucune indemnité de fonction et ça ne répond pas non plus aux besoins des élèves parce qu'en fait on gère la pénurie de telle sorte qu'on n'attribue non pas aux élèves le temps dont ils ont besoin, mais le temps qu'il est possible de leur offrir à partir des moyens qui sont recrutés. Et étant donné le très faible niveau de rémunération, il n'est pas étonnant que cette profession n'attire que très peu. Très bien. Cécile, ici aussi. Hop, je mets... non, pardon. Hop. Voilà. Elle est là. J'ai zoomé. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Hein. Merci. Bonjour à tous. Cécile Colère pour la FNEC FPFO. Donc pour la FNEC FPFO, c'est simple. Hein. Il faut sortir les AESH de la précarité. Ce n'est pas une fatalité. Ça a été dit très bien par mes deux prédécesseurs, mais la rémunération des AESH les place en dessous du seuil de pauvreté. Elles ne peuvent tout simplement pas vivre de leur salaire. Donc pour la FNEC FPFO, il faut que la réalité du temps travaillé, c'est-à-dire un temps calqué sur le temps scolaire, comme le disait ma collègue, corresponde à un temps complet et à une rémunération à 100%. Comment sortir les AESH de la précarité? C'est donc déjà une augmentation de salaire qui passe par 24 heures à temps complet. FO demande également les mêmes primes pour les AESH que celles dont bénéficient les autres personnels de l'éducation, donc la prime REP+, et la prime informatique.
Et FO, comme les autres organisations syndicales, demande l'ouverture de négociations salariales. Nous nous sommes adressés à plusieurs reprises au ministre en ce sens. Et nous demandons aussi dans l'immédiat les 183 € d'augmentation indiciaire, comme les personnels de la fonction publique hospitalière. Pourquoi? Parce que les AESH, comme d'ailleurs tous les personnels de l'éducation, mais peut-être plus que d'autres, étaient vraiment en première ligne dès le début dans cette crise sanitaire que nous rencontrons. Comment les sortir de la précarité? Eh bien, cela passe par un statut de la fonction publique. Ce sont plus de 110 000 personnes employées. Quelle meilleure preuve que les AESH exercent des missions pérennes et indispensables pour le service public. Le statut, c'est avoir une reconnaissance de la carrière et être titulaire d'un poste. Donc actuellement, comme cela a été dit par mes collègues, il y a une différence très faible entre le bas de la grille, le salaire de recrutement et le salaire de fin de carrière, entre guillemets. Après 18 ans de carrière, on gagne une centaine d'euros entre l'échelon de base et l'échelon au sommet. Et autre problème, c'est le problème des PIAL, puisque avec la mise en place des PIAL, eh bien, les PIAL, nous le percevons comme une structure pour gérer la pénurie de personnel. Les AESH n'interviennent plus auprès d'un élève, mais dans le cadre d'une zone d'intervention. Le PIAL, c'est une zone d'intervention qui peut regrouper plusieurs dizaines de structures, écoles, collèges, lycées. Et dans cette zone, on demande aux AESH d'intervenir. Ils n'ont plus un ou deux élèves à suivre, mais une zone avec parfois jusqu'à 6 élèves à suivre et pas forcément les mêmes. Parfois, ce sont les élèves qui ont plusieurs AESH dans leur suivi. Donc, pour nous, les PIAL constituent un outil de déréglementation. Nous nous y opposons et nous demandons que cette structure soit abandonnée. Voilà, les conditions de travail sont vraiment dégradées et ça amène de nombreux AESH à la démission. Donc, on n'y gagne rien, personne n'y gagne rien. Dernière chose, le 26 janvier, les AESH étaient en grève avec les autres personnels de l'éducation pour exprimer leur exaspération, porter leurs revendications. Les réunions à l'initiative de notre syndicat sont nombreuses et les AESH sont sur le pied de guerre. Voilà, merci. Laetitia, tu peux enchaîner. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc pour le SGEN CFDT, nous on rejoint donc les revendications salariales, les revendications pour l'amélioration des conditions de travail des AESH. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire quelques points de focus sur certains points qui ont déjà été évoqués. Je pense que c'est très très important de faire savoir que les AESH ont un temps incomplet et que ce temps incomplet n'est pas un temps partiel. Ça, je pense que ça, c'est très important pour l'opinion publique d'avoir cette notion-là en tête. Sur donc la demande d'amélioration et de discussion sur les salaires des AESH. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que normalement, il aurait dû y avoir un groupe de travail en juillet 2020 qui n'a pas eu lieu, puis a été mis à l'agenda social un GT qui était prévu en novembre 2020 et qui a disparu donc du calendrier de l'agenda social. Et ça, c'est un très mauvais signal donné aux AESH. Je voulais aussi faire un focus sur les prestations sociales, sachant qu'un certain nombre d'AESH, parce que ils ou elles sont employés sur un budget spécifique, n'ont pas forcément accès aux prestations sociales. Alors ça devrait changer, mais pour l'instant, on attend toujours la mise en œuvre de cette promesse. Chose importante aussi, depuis 2019, il y a eu un cadre de gestion qui a été mis en place pour harmoniser le cadre juridique des contrats, définir les fonctions, le temps de travail entre 41 et 45 semaines. Il faut savoir que ce cadre a été mis en place puisqu'il y avait des différences de gestion selon les académies et que si on demande aussi des discussions, c'est pour que les blocages cessent puisqu'il y a encore des disparités de traitement entre les différentes académies. Sur l'instauration des PIAL à la rentrée, depuis la rentrée 2019, donc qui n'est pas encore généralisé, mais ça dépend des académies, puisqu'il y a quelques académies où ça a été mis en place de façon généralisée.
Ça soulève des questions relatives à la gestion des ressources humaines, puisque effectivement, sur certains territoires, on est vraiment sur une gestion quantitative des AESH, l'objectif étant d'avoir un ou une AESH à côté d'un élève, plus qu'un accompagnement et un travail de fond sur l'accompagnement. Et donc, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que les personnels AESH répondent vraiment à des besoins d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Ils mènent des missions de service public et c'est vraiment un métier dont les missions qui sont en pleine évolution. Il y a une professionnalisation de ce métier, donc les missions et les conditions d'emploi qui nécessitent l'ouverture de discussions. Donc, pour obtenir des revalorisations salariales, une application stricte du cadre de gestion dans toutes les académies et de bien meilleures conditions de travail. Voilà ce que je voulais dire pour le SGEN CFDT. Merci. C'est peut-être au tour de... Alors c'est Patrick ou... Ouais. Oui, non, mais quelques mots. Alors évidemment, nous sommes à la veille de l'anniversaire de la loi de 2005 et la façon dont le ministère de l'Éducation nationale traite les personnels AESH est simplement indigne. Comme ça a été dit, il y a des discussions qui avaient été initiées à la fin de la dernière année scolaire. Elles ont été, sur la question des salaires notamment, elles ont été suspendues et pas plus tard qu'hier, nous avons demandé qu'elles soient réactivées. Et pour l'instant, nous n'avons pas obtenu de réponse. Donc, l'intérêt de cette conférence de presse est de mettre un peu de lumière sur des personnels qui sont invisibles, notamment aux yeux de l'éducation nationale, et qui ont des conditions de travail qui sont souvent inacceptables. Comme ça a déjà été dit. Ce qu'il faut savoir, parce que les prestations sociales auxquelles, ce qui a été dit juste avant, ça tient aussi au mode de recrutement de certains AESH, puisque beaucoup d'entre elles, c'est souvent des femmes, sont recrutées hors titre 2, et donc n'apparaissent pas, c'est pour ça que je parlais d'invisibles, simplement au budget des personnels du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il faut savoir quand même que c'est plus de 40 000 collègues qui sont dans cette situation. C'est-à-dire que par un jeu de passe-passe budgétaire, le ministre d'un côté annonce qu'il y a des créations de postes, sauf que ces créations se font sous une forme qui n'est pas pérenne, alors que nous sommes tous d'accord ici pour dire que ce sont des missions pérennes qui sont exercées par ces personnels-là. Donc là, il y a quelque chose qui est complètement inadmissible, y compris de la part de l'État, c'est-à-dire que le gouvernement est à la limite de la loi, tout simplement, puisque, en gros, il recrute des personnels sur des crédits qui ne sont pas destinés à ça, et ce qui fait que, du coup, ils n'ont pas droit à certaines prestations sociales, notamment tout ce qui relève de l'interministériel, et comme on l'a dit, ce sont des personnels qui ont déjà des salaires très, très faibles au départ, et les privés de prestations sociales est tout simplement inadmissible. Donc, en fait, évidemment, au-delà de cette conférence de presse, il est absolument indispensable et urgent d'obtenir des avancées pour les personnels AESH parce que, comme ça a été dit, 10%, elles représentent 10% des effectifs du ministère et les conditions et le comportement de l'État employeur est totalement insupportable et intolérable. Donc, il faut que ça change. Jean-Rémy ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, au niveau du SNALC, déjà, je tenais à bien insister sur ce que vient de dire Patrick Désiré de la CGT. Il faut quand même se rendre compte qu'un personnel sur 10 du ministère de l'Éducation nationale est un AESH, et même généralement est plutôt une AESH. C'est gigantesque, c'est effectivement un métier qui s'est énormément développé pour des raisons parfaitement valables, puisque effectivement les AESH accomplissent une mission incroyablement importante pour toute la communauté éducative. Le fait d'être là pour pouvoir accompagner les élèves au quotidien, dans les classes, pour pouvoir les aider
pour pouvoir faire des tas et des tas de choses. Hein. Les AESH en maternelle, on n'imagine même pas tout ce qu'ils ou elles en viennent à faire pour aider les élèves. C'est gigantesque, c'est une mission énorme et c'est rémunéré clairement au lance-pierre. Et ça, on est tous d'accord pour dire que c'est absolument intolérable. Il faut quand même se souvenir, on a retracé un petit peu les uns et les autres l'historique, hein. Le comité consultatif sur les AESH, il a été lancé le 27 février 2020, c'est-à-dire il y a presque un an hein, maintenant, et le ministère à l'époque s'était engagé devant nos organisations à une revalorisation du métier d'AESH. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu donc ces fameux PIAL, j'en dirai 2-3 mots, mes collègues ont dit évidemment beaucoup de choses, hein, ces fameux pôles d'accompagnement localisé. Je pense qu'un jour, il faudra faire une conférence de presse sur les acronymes au ministère de l'Éducation nationale aussi. Et on a eu quoi? Une prime assez ridicule pour les AESH uniquement référents, c'est-à-dire ceux qui viennent en aide à leurs collègues qui ont un travail de tutorat, de coordination gigantesque pour 600 € bruts par an, et le fait de pouvoir rétablir pour certaines AESH l'indemnité compensatrice de la CSG, c'est-à-dire quelque chose à quoi les AESH ont droit et qu'ils ne touchaient pas. Donc en fait, aujourd'hui, le bilan qu'on fait, c'est que le métier d'AESH n'a absolument pas été revalorisé. Voilà, donc on s'embête à faire des tas et des tas de réunions, de conférences, de machins, de trucs, de bidules. Et en fait, à l'arrivée, ça fait un an que cette revalorisation du métier d'AESH n'existe pas. Et effectivement, au budget 2021, dans notre fameuse enveloppe pour la revalorisation des métiers de l'éducation nationale, les AESH sont purement et simplement oubliés. Alors même que pendant ce temps, on est en train de s'éclater à fusionner les corps d'inspection, on va faire des choses qui ont, voilà, où chacun a son avis. Mais en termes de priorité, nous, on pense quand même, je pense collectivement, que des personnels qui sont assez majoritairement en dessous du seuil de pauvreté, ça devrait être une priorité, la priorité des priorités hein, au ministère de l'Éducation nationale en termes de rémunération. Donc justement, un tout petit mot sur nos fameux PIAL, dont nous demandons toutes et tous, à minima en tous les cas, un bilan de fonctionnement. Il faut bien se rendre compte que ces PIAL, c'est effectivement un moyen, j'allais dire, de gérer les ressources humaines à ESH, pas forcément toujours très humain. On est quand même confronté à des situations qui sont folles hein, sur ce que peuvent donner ces PIAL et sur la façon dont les AESH sont considérés comme des sortes voilà, de moyens humains qu'on colle dans des cases dans un emploi du temps et sans rime ni raison. Je vais juste donner deux exemples que nous, on a eu, mais je sais que enfin, tous les syndicats sont confrontés à ces problèmes. Voilà. L'intérêt que vous pouvez imaginer avoir pour les PIAL, c'était justement de gérer ce problème du temps incomplet et que les AESH puissent avoir un emploi du temps où elles ajoutent des heures parce que forcément, si on ne suit qu'un seul élève, le nombre d'heures de cours de l'élève ne correspond pas à un temps plein. C'est ça en fait hein, le problème de départ et c'est pour ça que nous on pense que il faudrait peut-être voir la question du temps de travail, comme l'a dit la collègue de la CFDT, que ça fait partie des points importants à régler. Mais donc, deux petits exemples. Nous, on a des exemples d'AESH qui, dans des PIAL, sont sur un service hebdomadaire, la première de 36 heures, ce qui est déjà très rare, hein, ce qui n'est pas le cas le plus courant, et qui accompagne 22 élèves différents, c'est-à-dire 1 heure et 38 minutes par élève pour l'AESH. J'imagine, voilà, vous imaginez sur le plan pédagogique, sur le plan de l'accompagnement, la qualité hein, que propose le ministère de l'Éducation nationale aux enfants handicapés, et un autre AESH sur un service hebdomadaire de 24 heures qui se voit confier le suivi de 16 élèves, c'est-à-dire une moyenne de 1 heure et 30 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin absolument d'avoir ces échanges sur le fonctionnement des PIAL, parce que ces PIAL sont partis, pour certains, pour beaucoup, dans des directions complètement folles, avec effectivement une gestion des AESH qui, en fait, est là tout simplement pour être rationalisée, pour ne pas coûter trop cher. Et en fait, la qualité du travail, la qualité des conditions de travail des AESH, de même que la qualité de l'apprentissage et du suivi des élèves handicapés,
passe très clairement au second plan. Et ça nous semble absolument intolérable pour le SNALC, alors même que l'on prétend que le handicap est une priorité du quinquennat. Je vous remercie. Manuel. Oui, bonjour. Donc, Manuel Guyader pour Sud Éducation. Je précise que je suis à ESH. Il y a 2 ans, il y a eu la restitution de la concertation nationale de l'école inclusive faite par M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Mme Cluzel, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Et à cette occasion, ils annonçaient la déprécarisation et la professionnalisation des personnels accompagnants des élèves en situation de handicap. Quelques mois après, il y a une circulaire qui est sortie qui avait comme mesure phare le passage à 2 CDD de 3 ans et la possibilité d'une CDIsation et des effets d'annonce sur la formation. Donc on est donc passé de 2 CDD de 3 ans, enfin de 6 CDD d'1 an à 2 CDD de 3 ans. Au final, ça revient à 6 années de CDD et on est resté dans une logique contractuelle avec des salaires au plus bas et des temps partiels imposés, une formation quasi inexistante. Donc le ministère s'inscrit là dans une logique d'institutionnalisation de la précarité. En parallèle, on a des besoins qui sont en constante augmentation et évidemment, vu les conditions salariales, des recrutements qui peinent à avoir lieu et comme solution pour répondre aux besoins, il y a une augmentation de la mutualisation, une mutualisation à outrance de l'accompagnement et ces PIAL dont on a parlé qui sont mis en place sur quasiment tout le territoire maintenant. Donc on nous demande d'accompagner de plus en plus d'élèves pour de moins en moins d'heures sur une zone géographique qui est de plus en plus étendue. Donc on se demande dans ces conditions comment bien faire notre travail quand, par exemple, on nous demande d'accompagner 5 élèves sur 3 écoles différentes distantes de 15 km chacune. On peut aussi s'interroger sur le fait que les accompagnantes soient des personnels considérés comme membres à part entière de la communauté éducative, comme c'est inscrit en préambule de la circulaire de juin 2019. Ce qui suffit évidemment pas d'écrire ça sur une circulaire publiée au journal officiel pour que ça devienne une réalité. Et je pense que la gestion de la crise sanitaire, en particulier pour les AESH, a été assez révélatrice puisque lors du déconfinement, le premier protocole sanitaire qui a été publié par le ministère, on était tout simplement absente de ce protocole. Aucune mesure de protection n'avait été mise en place spécifique pour les AESH, alors qu'on sait que, par exemple, la règle de la distanciation sociale est très difficilement, voire quasiment impossible à appliquer, et en plus avec les PIAL, il y a un brassage sans limite qui se fait, puisqu'on passe en une journée d'un établissement à une école, on croise les groupes, etc. Voilà. Nous, on ne veut pas être une variable d'ajustement des politiques de l'école inclusive. Et c'est ce qu'on est à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on est traité. Et on pense du coup sur l'éducation que la reconnaissance du rôle et des pratiques pédagogiques et éducatives des personnels passe par la création d'un statut, par une titularisation, la création d'un statut de fonctionnaires et d'un métier d'éducateur et d'éducatrice scolaire spécialisée. Il y a également la question évidemment du salaire qui doit être augmenté de manière plus que conséquente. Là, à l'heure actuelle, on nous vend des augmentations indiciaires, mais qui sont mises en place. Donc, c'est en fonction des académies, soit c'est mis en place, soit ça ne l'est pas, et ça représente des augmentations salariales qui sont plus que ridicules et qui laissent l'immense majorité des collègues vivre sous le seuil de pauvreté. Il y a cette précarité et cette pauvreté qu'on vit au quotidien, elle est aussi due du coup à cette question des temps partiels imposés, puisque les rectorats et les DSVN considèrent que la norme, on va dire, de l'accompagnement, c'est 24 heures, et donc impose des temps partiels à tout le monde, à quasiment tout le monde. Donc là, il faut aussi que ce 24 heures d'accompagnement devienne
que ce soit reconnu comme étant un temps plein. Et enfin, il y a la question de l'offre de formation qui est complètement inégale sur le territoire, à la fois la formation initiale et la formation continue. Or, il doit y avoir des moyens qui doivent être mis en place pour qu'il y ait une véritable offre de formation, donc à la fois initiale, en amont d'une prise de poste, et puis une formation continue tout au long de la carrière. C'est indispensable à nos pratiques, à l'évolution de nos pratiques et à la réussite de l'accompagnement. Donc voilà, ces revendications, elles nous paraissent justes, nécessaires, et on appelle du coup les collègues AESH à poursuivre les mobilisations en cours et à les renforcer. Donc le tour de questions est ouvert, donc vous n'hésitez pas à lever la main ou à marquer dans le chat pour la parole. Oui, rebonjour, donc Maïvan Lamy pour Tout Éduc aujourd'hui. Je voulais vous demander au niveau des mobilisations spécifiquement, donc je vois qu'il y a une journée de mobilisation demain, mais concrètement j'ai l'impression qu'il y a plein de mobilisations. Enfin, vous appelez à la mobilisation sur quelle période exactement, pour faire quoi? Parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui se passaient hier déjà. Peut-être oui, vas-y Cécile. Peut-être d'abord la CGT. Peut-être d'abord la CGT, ouais, sur les mobilisations en cours. Virginie. Alors, en ce qui concerne la CGT, sur l'appel à la mobilisation, donc il y a un appel à la grève donc, qui a été lancé donc, pour le 11 février. Donc ça se fait de manière, comment dire, en fonction également de la carte scolaire, puisqu'on a également des personnels qui sont en congé scolaire et donc qui ont peut-être décalé un petit peu la date. Ce que nous souhaitions, c'était de toute façon marquer la date anniversaire donc, du 11 février. Et donc, en effet, les différentes organisations syndicales ont fait au mieux pour essayer de trouver en effet un moment pour pouvoir marquer le coup et mettre en lumière justement les personnels AESH. Donc, c'est vrai que sur le territoire national, la plupart des mobilisations donc, ont été demandées, en tout cas pour la CGT, le 11 février, avec des regroupements donc, avec les AESH et les personnels enseignants qui se joignent justement à la mobilisation devant les rectorats, les DSDEN ou les inspections académiques. Et ça s'est fait, voilà, ça se fait de manière, pour la CGT en tout cas, sur la journée du 11 principalement. Voilà. Juste un mot pour la FSU après Cécile. Nous, on soutient toutes les mobilisations en cours, évidemment, même si organiser des grèves au carré, comme on dit, c'est compliqué pour les AESH, on voit bien, hein, évidemment, c'est des personnels très précaires, mal rémunérés, donc évidemment que toutes les formes d'action sont à prendre et sont intéressantes. Du coup, la conférence de presse, ça en fait partie finalement. Hein, c'est une interpellation publique qu'on va essayer de prolonger ensuite en disant, en partant de la question des salaires et en disant, comme on l'a dit depuis le début, que la question des salaires, c'est aussi la question de la reconnaissance. Et donc, il y a aussi derrière tout ce que la société met en regard des besoins pour les élèves en situation de handicap. Donc, on va aussi prendre contact avec les associations. On est déjà en contact, mais voilà, continuer les contacts importants pour porter cette question vraiment sur le devant de la scène. On pense aussi qu'il y a quelque chose à mettre en avant pour la journée du 8 mars. Parce qu'on l'a dit, les AESH, ce sont souvent des femmes. Et le fait qu'on les rémunère mal, c'est pas complètement étranger au fait que ce sont beaucoup des femmes. Et donc, il y a aussi une question d'égalité salariale et à organiser aussi le 8 mars. Alors le 8 mars, c'est pareil, hein, ça prend plein de formes, des actions de grève, mais aussi des manifestations, des rassemblements. Et si on arrive le 8 mars à porter particulièrement cette question des AESH, ça sera, je pense, intéressant aussi pour peser sur l'opinion, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à intervenir. Il y avait Cécile.
Oui, alors pour Force ouvrière, donc effectivement, nous soutenons toutes les initiatives, les réunions qui décident des revendications, qui dressent la liste des revendications et qui décident des moyens d'action pour organiser des rassemblements, des courriers, des délégations en direction des DAZEN, des recteurs et du gouvernement. Dans les différentes académies sont présentées les fameuses grilles de rémunération, les grilles indiciaires, et à cette occasion-là, les AESH se réunissent et discutent de la revendication d'augmentation immédiate des salaires et des moyens de la satisfaire. Donc des rassemblements sont organisés même chose pour les PIAL. On a eu en fin d'année civile, là, je crois que c'était en novembre, un rassemblement très important à Lyon, je crois que d'une centaine d'AESH intersyndicales qui demandaient l'abandon des PIAL parce que plusieurs AESH étaient menacés de licenciement ayant refusé d'être affectés à droite à gauche au gré des besoins du département. Donc voilà, donc nous sommes vraiment dans cette perspective de construire un rapport de force, et dans ce cadre-là, nous soutenons effectivement toutes les initiatives. L'organisation d'une grève nationale ne nous paraissait pas forcément possible là dans les circonstances avec les congés, mais en revanche, il y a vraiment une dynamique qu'on cherche à développer, à soutenir pour permettre aux AESH de s'organiser et de continuer à peser dans le rapport de force. Voilà. Alors du coup, tout le monde veut... Vas-y, Gilles. Oui, alors bien sûr, la mobilisation est extrêmement nécessaire et importante. Donc, nous, cet après-midi, nous réunissons nos AESH à l'Iran dans un grand webinaire pour échanger avec eux. Et puis, la question est surtout de mettre en œuvre le rapport de force pour que ça devienne un sujet hautement politique. C'est ce que nous avons porté à l'UNSA Éducation. On a demandé très clairement que si loi de programmation il y ait un volet sur l'école inclusive où soit traitée la question de la rémunération des AESH. Donc effectivement, c'est particulièrement difficile compte tenu de leurs conditions financières pour certains AESH de se mettre en plus à perdre une journée de salaire alors qu'ils sont déjà très peu rémunérés, mais la mobilisation elle doit être forte et en particulier il faut que le sujet devienne un sujet politique dont l'exécutif s'empare à pleine main étant donné l'enjeu de société qu'il représente non seulement pour les personnels mais par rapport au projet éducatif que porte la société dans son entier. Et Laetitia à distance, peut-être Emmanuel. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire mon collègue de l'UNSA. Il s'agit effectivement de mettre en œuvre un rapport de force. Alors nous, concernant les mobilisations, effectivement, l'appel à la grève, c'est difficile quand même pour des personnels qui ont une rémunération très basse. C'est perdre une journée de salaire. Mais bon, voilà, de façon générale, de toute façon, la grève, c'est difficile pour les personnels sur le plan financier. Ensuite, nous, pour le SGEN CFDT, ce qu'on a organisé, c'est l'interpellation de tous les rectorats, donc dans chaque académie, sur les questions, l'application stricte du cadre de gestion. Car déjà, non seulement on demande effectivement des revalorisations, alors ça c'est au niveau ministériel, mais déjà aussi en termes de conditions de travail, avec la mise en œuvre des PIAL, mais aussi l'application du temps de travail et donc qui est comment dire, inscrit dans la loi, doit être déjà respecté. Voilà. Donc, c'est des interpellations de notre côté. Manuel? Oui, il me semble que ça a été dit tout à l'heure, mais il y a eu une très forte mobilisation des collègues AESH le 26 janvier dernier lors de la journée de grève intercatégorielle de l'éducation nationale sur la question des salaires. Il y a des académies où les collègues ont été très fortement mobilisés. Il y a cette semaine des mobilisations locales qui ont lieu. Il y a notamment eu hier une grève à l'appel de l'intersyndicale du 93 avec un rassemblement de plus de 400 collègues devant la DSDN de Bobigny. Il y a des initiatives qui ont lieu aujourd'hui, qui auront lieu demain avec des rassemblements locaux et tout. Ce qui est aussi important à souligner, je pense, c'est que cette mobilisation, elle est, j'ai envie de dire, elle est un peu constante puisqu'il y a un maillage de collectifs locaux sur tout le territoire qui existe, de collectifs où les collègues AESH s'auto-organisent.
Et c'est une base pour nous, une base importante de mobilisation qu'il faut renforcer. Voilà. Et il y a Virginie et Elena qui ont levé la main aussi. Peut-être Virginie. Alors oui, du coup, pour revenir également sur les moyens de mobilisation, en effet, la grève reste quand même très compliquée pour les AESH et personnellement, moi, sur mon académie, on l'a bien compris, ça va être très, très compliqué. Surtout si on y rajoute, justement, en parlant de cadre, la méconnaissance du cadre, justement, de nos contrats, que ce soit par les EPLE, donc pour les AESH qui sont recrutés en HT2, mais également par les chefs d'établissement. Donc, les AESH, là, ont commencé à recevoir en plus des messages comme quoi on leur demande de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Donc ça également, c'est une méconnaissance des textes, puisque du coup, la l'AESH n'a pas à se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Donc ça a également donné un frein à la mobilisation, parce que on a des collègues qui même si elles auraient souhaité se mobiliser, du coup hésitent, parce que du coup elles ont peur quand même également de la pression qui est faite, et ça c'est un peu, faut quand même le souligner. Donc là on a quand même énormément de retours de collègues qui ont reçu un mail en nous demandant est-ce que c'est normal que je doive me déclarer gréviste, est-ce que j'ai quelque chose à signer. Donc ça également, ça met un frein à la mobilisation. Et sur le renouvellement par rapport au fait que les AESH sortent de leur invisibilité, on a également proposé à des collègues, et pour celles qui pouvaient se mettre en grève parce que voilà, elles le souhaitaient, c'est de travailler de manière collaborative à la rédaction, par exemple, d'un courrier que nous remettrons en tant qu'organisation syndicale au DESDEN et également au recteur, de manière à pouvoir travailler sur l'avancée de notre reconnaissance, et également inviter toutes les collègues qui ne peuvent pas faire grève, simplement à être visibles au sein de leur établissement par le port d'un brassard, par le port d'un masque, tout simplement, ou d'engager la discussion avec les autres personnels enseignants qui sont autour d'eux, de manière à sensibiliser sur leurs conditions de travail qui sont particulièrement dégradées actuellement. Voilà. Puis Elena, peut-être un rajout? Voilà, c'est un rajout de ce que vient de dire Virginie. Il faut voir que cette journée du 11, effectivement, la CGT Éducation appelle à la grève, mais aussi à l'action et à la mobilisation. Moi, je suis dans une académie qui est en vacances, et les académies qui sont en congé s'organisent aussi pour être visibles. Et par exemple, le choix qui a été fait, en tout cas sur l'académie de Clermont-Ferrand, par exemple, et de Lyon, ça va être très, très visible sur les réseaux sociaux, avec des événements, on va dire, 2.0, des expressions d'AESH sur leurs conditions de travail. Donc, cette journée du 11, elle prend diverses formes. Pour autant, on n'a pas voulu non plus se couper d'un appel à la grève, parce que même si c'est compliqué, les AESH, en tout cas très fortement, veulent être dans la visibilité, et la grève en fait partie. Donc, c'est pour ça que localement, il y a des organisations différentes et qui se font, je le souligne, dans la plus grande unité syndicale possible quand justement c'est possible, puisque sur les points, j'allais dire, plus largement, les organisations syndicales soutiennent les AESH, donc il va y avoir des actions sous différentes formes dans les différents départements. Voilà. Merci, on passe à la suite des questions. Prenez la parole, n'hésitez pas. Du coup, je vais poser une autre question. C'était juste sur la proposition de faire passer les AESH à temps de travail à temps plein. Concrètement, comment vous comptez faire ça? En fait, c'est considérer que les 24 heures semaine seraient un temps plein, c'est ça? Ou alors ce serait leur confier des missions supplémentaires? D'abord, pour la FSU. Ouais. Vas-y. Ouais. Oui, donc, alors, c'est pas une question simple, hein, la question du temps plein pour les AESH. Mais d'abord, commencer par dire, alors je me présente, Emmanuel Séché pour le SNES FSU. Donc nous on syndique les AESH dans le second degré, dans les collèges et dans les lycées, mais évidemment avec le SNUIPP FSU, Sandrine qui a parlé tout à l'heure, on travaille en commun ces questions-là. On est déjà conscient par exemple que
c'est des questions qui concrètement ne se posent pas de la même façon dans le premier et dans le second degré, puisque les temps scolaires ne sont pas les mêmes. Et puis, premièrement aussi dire et rappeler que c'est une question cruciale parce que c'est une des conditions pour accéder à un statut de la fonction publique, d'arriver sur des emplois à temps complet. Alors, il faut évidemment sortir de la vision du strict temps d'accompagnement de l'élève. Et ça, il faut déjà voir que c'est déjà engagé, puisque aujourd'hui, le temps de travail d'une AESH se calcule au minimum sur 41 semaines, alors que le temps scolaire est de 36 semaines. Donc il y a, je dis au minimum parce que ça peut aller au-delà, hein, mais il y a au moins 5 semaines de temps de travail qui est, alors c'est un enjeu de bagarre souvent local pour faire bien reconnaître ce temps de travail, mais qui est du temps qu'on appelle dédié aux activités connexes et qui ne doit pas faire l'objet d'un emploi du temps imposé par l'employeur, qui doit être en grande partie à la main de l'AESH, parce que le métier d'AESH implique justement un besoin de temps en dehors du temps d'accompagnement et qui ne peut pas se limiter à des temps de réunion institutionnels, etc. Chaque AESH doit avoir la possibilité d'exercer, de prendre un certain temps pour préparer des choses, pour des fois un petit peu s'auto-former. Et puis, il y a aussi toute cette question de la formation. Alors justement, nous, on pense qu'il va falloir travailler sur cette question, notamment en intégrant une dimension formation continue qui doit être importante, parce que, ça a été dit, hein, les besoins d'accompagnement, ils sont extrêmement variés. Et un AESH, une AESH, ça peut être sollicité pour accompagner des élèves sur des handicaps très différents ou sur des niveaux très différents. Eh bien, ça implique un besoin de formation continue et qui sera, j'ai envie de dire, illimité. C'est-à-dire qu'un AESH, tout au long de sa carrière, aura, mais comme n'importe quel professionnel, a besoin et doit avoir la possibilité de mettre en œuvre une formation continue de haut niveau. Et donc, il va falloir prendre en compte ça. Un autre élément qu'il faut aussi prendre en compte, c'est élargir la prise en compte du temps scolaire. Parce qu'aujourd'hui, alors ça, c'est quelque chose qui est géré différemment entre établissements, et puis les PIAL ont introduit aussi beaucoup de disparités par rapport à ça, mais la façon dont on prend en compte la réalité du temps de présence des AESH, notamment je pense au second degré, il y a des prises en compte actuellement qui sont extrêmement restrictives, c'est-à-dire qu'on bien souvent on ne compte petit bout par petit bout que les heures de cours sur lesquels les élèves sont accompagnés. Ce qui est un non-sens dans la plupart des situations. Et qui en plus crée des situations de gestion des personnels qui sont tout à fait indignes. C'est-à-dire qu'on va saucissonner des emplois du temps, pire que ce que ferait Monsieur Auchan avec ses caissières quand il fait des horaires coupés, etc. Donc il y a là aussi quelque chose sur lequel il faut avancer. Et donc un dernier point, parce que bon, les camarades compléteront sûrement sur d'autres pistes, mais nous, une piste qui nous semble très importante à évacuer, c'est une piste qui est pour l'instant la seule quasiment mise en avant par le ministère, c'est la piste des multi-employeurs. Parce que ce serait une possibilité de dire, ben voilà, pour que les gens soient à temps plein, on va dire, vous faites tant de temps pour l'éducation nationale, puis à côté, ben vous allez faire tant de temps pour la commune, sur une tâche par exemple, autour de la cantine le midi, ou du périscolaire, etc. Ou pour les départements, les régions, dans les collèges ou les lycées.
Nous, on considère que ça, c'est vraiment une piste qu'il faut tout à fait mettre de côté. Et dans les échanges très réguliers qu'on a dans les stages de formation avec les AESH, c'est pas nous qui disons que c'est pas bien, c'est elles qui n'en veulent absolument pas. Et la raison principale de ça, c'est que aller sur cette piste-là, c'est le meilleur moyen de ne jamais progresser sur la professionnalisation des AESH. Or, la professionnalisation des AESH, c'est une exigence incontournable. Et c'est une exigence incontournable pour tout le monde. Pour les AESH, bien sûr, en premier lieu, mais pour l'intégralité des équipes pluriprofessionnelles. Donc, on a besoin, ça a été dit par tout le monde au début, d'une reconnaissance du métier. On ne reconnaît pas un métier en éclatant ses acteurs sur une multitude de missions. Donc, il y a vraiment un gros travail à mener sur cette question-là, mais il faut le faire avec une vision ouverte de la prise en compte des temps. Il faut le faire effectivement en intégrant bien cette idée de travail entre guillemets invisible qui doit être compté. Et de ce côté-là, il y a quand même de la marge. Il y avait Virginie à distance, et après il y avait quelques... Oui. Alors oui, donc pour compléter la réponse du camarade de la FSU, c'est qu'en effet, un temps incomplet de 24 heures en côte à côte élève, c'est très lourd. Hein. C'est vraiment l'équivalent d'un temps plein. Quand on parle des heures d'activité connexe, il faut savoir que justement l'utilisation de ces 5 semaines, voire plus, d'activités dédiées hors présence des élèves est encore très très mal compris, géré au sein des établissements scolaires. On a énormément de collègues qui nous sollicitent parce que les chefs d'établissement ne connaissent pas le cadre, une fois de plus, des missions des AESH et détournent la fonction d'AESH donc sur ces heures d'activité connexe qui sont en effet réservées pour de la concertation, malheureusement de l'auto-formation, parce que c'est également le point noir sur lequel les AESH aimeraient également avoir des avancées, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, on a énormément de structures spécialisées qui ferment. Il faut être honnête, et que les AESH donc sont en première ligne pour permettre l'accès à l'école de ces enfants en situation de handicap. Sauf qu'aujourd'hui, la fermeture de ces établissements entraîne également une dégradation des conditions d'accueil, car nous sommes malheureusement confrontés à l'accueil d'élèves et d'enfants qui malheureusement ont des handicaps pour lesquels nous ne sommes absolument pas armés. Voilà, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de formation qualifiante, en effet, qu'on pourrait utiliser sur le long terme. Et on se retrouve de plus en plus avec, il faut le dire, c'est malheureux à dire, mais c'est vraiment un réel, et avec les PIAL, ça se dégrade encore plus. On a des AESH qui sont victimes de violences. Voilà, parce que du coup, on se retrouve avec des enfants pour lesquels on n'a pas de réponse, et où en gros, on pointe l'AESH du doigt en lui demandant de gérer, si je puis dire, un élève qui d'un seul coup est en crise, et pour lesquels on n'a absolument pas la formation. Donc 24 heures auprès d'un élève avec ce profil-là correspond à vraiment à un plein temps. L'annualisation actuelle de nos contrats également joue sur nos salaires. Donc, en effet, un 24 heures pour une AESH, sans compter en effet si on respecte le temps des heures d'activité connexe, voilà, c'est vraiment un métier 24 heures à plein temps, oui. Enfin, voilà, il serait temps également d'avoir cette reconnaissance-là. Il y a juste 2 personnes, mais peut-être après François Jarraud, ou alors peut-être François Jarraud, puis vous intégrez la question du temps de travail, et parce que comme ça on va avancer un peu. Oui, François, allez-y. C'est tout simple. Bon, on est en plein Zola, hein, je crois qu'on peut le dire, et cela depuis des années. Je suis surpris de ne pas voir les associations de parents d'enfants handicapés avec vous. Quel rapport vous avez avec eux? Pourquoi ils ne sont pas avec vous?
Alors, sur la première aspect de la question sur l'absence des associations, elles ont été invitées, mais on a dû, enfin, notre intersyndicale et l'organisation de cette conférence de presse se sont fait rapidement. Donc, étant donné cela, elles n'ont pas pu se rendre disponibles et on n'a pas eu le temps de se caler. Donc, ce n'était pas une volonté délibérée des associations de ne pas être présentes, ni une volonté délibérée de la part des organisations syndicales de ne pas les associer, bien au contraire. Voilà, c'est plutôt, on va dire, un contexte temporel un peu contraint qui donne cette résultante-là, mais on sait qu'elles sont très mobilisées par ailleurs sur ce sujet-là. Sur la question du temps de travail, j'y reviens. Alors, je ne vais pas être très long parce que beaucoup de choses ont été dites. La difficulté, c'est bien de tenir différentes choses. C'est-à-dire qu'il faut tenir à la fois un temps de travail qui soit supportable pour les AESH. En même temps, il faut obtenir une progression de leur rémunération conséquente. Par exemple, le fait qu'il n'ait pas actuellement d'indemnité de suggestion, c'est une des seules catégories de personnel dans la fonction publique qui n'ont aucune indemnité à ce jour par rapport à l'exercice et aux suggestions de leur mission. Après, sur la question de l'extension du temps de travail, je pense qu'il faut être souple. Au niveau de l'Université d'éducation, on sait qu'il faut être à la fois dans ne pas imposer à des personnels AESH qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas parfois travailler plus. On sait qu'on a par exemple des mamans et pour lesquelles le contrat, le temps de travail correspond en fait aux besoins parce qu'elles s'occupent parallèlement et sont parfois des femmes seules qui doivent élever leurs enfants. Et de l'autre côté, on voit qu'aussi il peut y avoir des blocages parce que certains personnels voudraient, par exemple, pouvoir travailler à la cantine, mais la mairie refuse de payer. On sait qu'on a d'ailleurs des évolutions. Et il y a un avis récent du Conseil d'État, justement, pour dire qu'il fallait une continuité et qu'il fallait une prise en charge par les communes. Et donc, sur cette question-là, c'est extrêmement complexe en fait à régler, mais le but est bien d'arriver à une rémunération qui soit digne et un temps partiel ou un temps incomplet qui ne soit pas imposé. Voilà, donc c'est sur ces sujets-là, avec des solutions qui seront complexes à élaborer. Mais pour conclure, avant de vouloir bien sûr élaborer et trouver la bonne organisation et la bonne évolution par rapport à ces questions-là, la première chose qu'il faut, c'est une volonté politique. Et une volonté politique forte où on sait qu'il y aura de l'argent à mettre sur la table. Et pour l'instant, c'est ça ce qui manque. Cécile. Oui, le temps de travail des enseignants du premier et du second degré est dérogatoire par rapport à celui de la fonction publique. Et de la même manière, le temps de travail des AESH est dérogatoire par rapport à la fonction publique. Mais on ne veut pas l'admettre, Pourquoi? Parce que je crois qu'on veut laisser les AESH dans la précarité. Donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement, ça a été très bien dit par la camarade de la CGT, on demande 24 heures, que 24 heures, ça correspond vraiment à un temps complet sur 36 semaines, qui est la réalité d'intervention de l'AESH. Non, la multiplication des tâches, l'ajout de tâches supplémentaires ne réglerait en rien le problème puisque ça dégraderait, c'est ce qui est fait actuellement, ça dégraderait les conditions de travail, c'est le cas, et puis ça ne permet pas du tout à l'AESH de suivre dans la sérénité des élèves en situation de handicap. Ça a été dit aussi, suivre un élève en situation de handicap, ça demande du temps de préparation, ça demande du temps extérieur au temps strict d'accompagnement. Donc, pour les 24 heures, on y est, le temps complet, on y est. Et Manuel? Oui, nous aussi, on est sur cette revendication-là de la reconnaissance de 24 heures d'accompagnement comme étant un temps plein. Là, à l'heure actuelle, de toute façon, 24 heures d'accompagnement, c'est la norme. Donc voilà, et ça correspond au temps de présence des élèves à peu près dans les écoles. La réponse du ministère par rapport à ça sur le double employeur, elle est absolument pas souhaitable parce qu'en fait c'est une fausse réponse, mais aussi elle est dangereuse puisque elle nous éloigne de notre reconnaissance comme étant des personnels de l'éducation nationale. Ça va à l'encontre totale de tout ce qu'on demande et de tout ce qu'on essaye de construire depuis des années, c'est-à-dire que notre rôle éducatif il soit reconnu, que nos pratiques pédagogiques elles soient reconnues, qu'on soit reconnu comme étant des professionnels de l'inclusion, des professionnels de l'adaptation scolaire. Voilà, je pense que
La question du temps de travail, la question du salaire, la question du statut ne peuvent pas être traitées indépendamment les unes des autres. Que les choses, elles sont liées ensemble et que l'une, on ne va pas avancer sur l'une sans avancer sur les autres, et qu'il faut prendre les choses ensemble dans leur globalité pour avancer sur la question d'un statut de fonctionnaire de l'éducation nationale. Oui, Benoît, excuse-moi, comme je ne peux toujours pas lever la main sur Zoom. Eh ben, vas-y. Mais j'en profite, j'alpague la parole, pour dire que ces discussions-là que là, on a, et la question qui a été posée est parfaitement pertinente, nous, ce que l'on demande, c'est de pouvoir les avoir avec le ministère. Mais pour qu'on puisse parler de la question du temps de travail des AESH et de comment il peut s'organiser, de comment il peut évoluer, et de si on peut aller vers un statut, nous par exemple on y est parfaitement favorable, et Cécile Coller de Force Ouvrière l'a très bien dit, on est quand même dans un ministère où la majorité des personnels fonctionnent sur des obligations réglementaires de services spécifiques, hein. Donc on sait faire, hein, à l'éducation nationale ce type de statut, on a quand même de l'expérience, voilà. Mais pour ce faire, il faut que le dossier des AESH soit réellement ouvert, et en fait depuis la fin de l'année scolaire dernière, il n'est plus ouvert, ce dossier. On n'a plus d'échange avec le ministère sur les AESH. On nous dit, on travaille à des propositions. Enfin, la dernière fois qu'on nous a dit qu'on travaillait à des propositions en comité technique ministériel, c'était le 27 novembre dernier. Et on nous a dit, oui, oui, le ministère travaille à des propositions, on revient vers vous. Là, on est le 10 février, ils ne sont toujours pas revenus, hein. Donc, nous, ça ne nous paraît quand même pas si compliqué que ça, à un moment. Surtout quand on a annoncé qu'il y avait un groupe de travail spécifique sur les AESH dans l'agenda social, ça nous paraît quand même pas si compliqué que ça, de prendre son agenda, de dire on va le réunir tel jour à telle heure, et de mettre sur la table la question des rémunérations, la question des conditions de travail et la question horaire, parce que les discussions qu'on a là, et éventuellement les nuances qu'on peut avoir entre organisations, hein, voilà, on pourra les faire valoir avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est quand même lui qui va décider à la fin. Et de ce point de vue-là, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette conférence de presse, c'est qu'on a besoin que le dialogue social soit rouvert sur la question des AESH, parce que comme l'a très bien dit François Jarraud, effectivement, hein, on est dans une situation de précarité, de pauvreté d'un certain nombre de personnels qui est absolument insupportable. Alors, on arrive progressivement à la fin. Merci beaucoup. Benoît, je te rends la parole. Non, mais juste en deux mots, effectivement, ce que François Jarraud disait, hein, sur le travail avec les associations va continuer. Et puis, je pense le but, c'était quand même de donner à voir une unité très grande sur la question, même si on a des nuances. Mais je trouve que ce qu'on veut passer comme message, c'est qu'il y a une forme d'urgence, quand même pas qu'une forme, hein, une urgence absolue à traiter la question, à traiter le dossier. Parce qu'effectivement, c'est un sujet à la fois des personnels et un sujet de société. Et donc, on va évidemment continuer cette action pour les AESH, pour des salaires augmentés, corrects, et puis un statut, des conditions de travail qui soient à la hauteur de l'enjeu éducatif qu'il y a derrière. Voilà. Merci beaucoup aux journalistes, hein, et à toute l'intersyndicale. Et puis évidemment, la question continue, le sujet continue. Voilà. Merci.